Nouveau retour sur le plateau des cafés stratégiques pour une nouvelle séquence. Quelle nouvelle relation entre les États-Unis et l'Union européenne dans un Paris Défense Stratégie Forum dont le thème central est l'Europe à la croisée des chemins. On est en plein dans notre sujet. Je dirais ce plateau plus que les précédents et les suivants, même s'il n'y a pas un seul plateau où on n'a pas parlé de l'Europe bien sûr et de Donald Trump évidemment. Avec Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Amérique de l'IFRI. L'IFRI, c'est bien sûr l'Institut français des relations internationales. Et avec Philippe Perchoc, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'antenne Europe de l'IRSEM à Bruxelles. Et l'IRSEM, l'Institut des relations stratégiques de l'école militaire, autrement dire que vous êtes chez vous ici. Alors évidemment, il y a eu un moment dans l'histoire où tout était très simple. Les États-Unis étaient les alliés de l'Europe. Ça durait depuis un certain temps, alors peut-être 75 ans ou 76 ans, date de fondation de l'OTAN. Ça durait depuis des décennies. Et puis, je dirais depuis quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, en tout cas plus ou moins depuis le 20 janvier, les choses ont changé. On ne sait plus qui sont les États-Unis. Laurence Nardon, est-ce que les États-Unis sont encore des alliés de l'Europe ou pas? Merci beaucoup de cette question. On rentre dans le vif du sujet. Tout de suite. Je crois que tout le monde a vu dans les derniers jours ce discours du sénateur Monsieur Maluret qui parle des États-Unis en disant qu'ils sont enfin pas des États-Unis bien sûr, mais de Donald Trump, en disant que sous sa houlette le pays est devenu, qu'il est un traître à l'Europe. Vous avez entendu Bien ça? sûr. Oui. C'était tout à fait choquant. Et pourtant, ça s'inscrit effectivement dans la volonté de Trump, dont on a vu dès son premier mandat que d'une part, il était extrêmement hostile au projet de construction européenne, parce que Trump est un nationaliste, et donc le projet même d'une construction européenne supranationale, pour lui, c'est anathème, et donc il déteste l'UE en tant que telle, par principe. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui est extrêmement nationaliste transactionnel et qui ne croit pas aux alliances. Et donc, de ce point de vue, c'est pour cette raison-là qu'il est également totalement opposé à l'Alliance Atlantique, à l'OTAN. Ça s'est vu pendant son premier mandat, mais à l'époque, il avait encore autour de lui ces fameux adultes dans la pièce, comme on disait, qui le retenaient, qui le entravait ses projets. Mais dans cette seconde administration Trump, j'ose pas dire deuxième administration Trump, nous voyons autour de lui des gens qui sont d'accord avec sa pensée, avec ses idées, ou alors qui ne disent rien pour des raisons de peur ou de courtisanerie. Mais voilà, ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est que Trump n'a plus de garde-fous autour de lui. C'est vrai que quand on voit Donald Trump signer ses décrets, il en a signé beaucoup, il y a toujours autour de lui plein de gens. On a l'impression que ce sont des petits-enfants très sages. On ne lève pas le petit doigt, on n'ouvre pas la bouche. Alors, les États-Unis étaient des alliés et des compétiteurs avec les Européens. Quel est le bon mot aujourd'hui quand on parle, quand on est européen et quand on parle des Américains? Ce sont des adversaires ou plus des traîtres, voire des ennemis? N'allons pas jusque-là. Je vais un peu loin. Ce sont en tout cas des adversaires idéologiques, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, toutes les raisons pour lesquelles Trump remet en question le lien transatlantique, le soutien à l'Ukraine, ce sont avant tout pour des raisons idéologiques, de nationalisme, voire dans son rapprochement avec la Russie, une idéologie réactionnaire, on dirait civilisationnelle, si vous voulez. Et donc, oui, des adversaires stratégiques, non, pardon, des adversaires idéologiques, ça me semble bien. Après, est-ce que ils vont se muer en adversaires stratégiques, par exemple, avec un rapprochement avec la Russie? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les temps qui viennent. Alors, question un peu personnelle. Vous êtes une grande connaisseuse des Amériques, parce qu'à l'IFRI, vous occupez de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, mais vous connaissez très bien les États-Unis. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par ce Trump 2? Le Trump 1, vous l'aviez analysé, vous saviez à peu près ce que ça allait donner, mais est-ce que vous avez été surpris par la brutalité? Je dois avouer que oui, je l'ai été, et en réalité, je n'aurais pas dû l'être, parce que tout ce qu'il fait, il l'a dit clairement,
dans son premier mandat, c'était marqué noir sur blanc dans ce fameux projet 2025 qui avait été préparé par un think tank très conservateur l'été dernier, la Heritage Foundation, pour Trump. Tout était marqué. Et je pense que comme beaucoup d'Européens, j'ai péché par optimisme et par peut-être oui, une sorte de déni. Mais en réalité, tout était déjà bien indiqué auparavant. Philippe Perchoc, alors Laurence Nardon était surprise. Alors ne parlons pas des Européens, et certains Européens plus que d'autres. Voilà. Comment réagit-on et comment peut-on réagir en Europe? D'abord la sidération, hein, je pense que c'est le bon mot, et dans un deuxième temps l'inquiétude. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui des Européens par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils le savent. Je crois qu'il y a aussi une sidération qui est liée au fait que Trump n'a pas seulement gagné la présidence des États-Unis, il a aussi aujourd'hui un Congrès qui le suit, et il a été élu par la majorité des Américains. Donc, il y a quand même un alignement qui pousse les Européens à comprendre qu'ils n'ont pas forcément d'alliés, ils n'ont pas un congrès qui leur est favorable et qui pourrait contrecarrer la Maison-Blanche. Ils n'ont pas un peuple américain qui reste europhile et qui pourrait pressuriser la Maison-Blanche. Donc en réalité, il y a une sorte d'alignement américain et ça, les Européens ne l'ont pas vu venir. Et d'autre part, je pense que chaque pays européen avait sa relation bilatérale avec les États-Unis, plus ou moins intense, et que l'optimisme de ma collègue a été très largement partagé par les Européens et qu'il n'y a pas eu de préparation, en fait, tout simplement. Alors, on peut s'interroger pourquoi il n'y a pas eu de préparation, mais certains Européens ont été plus surpris, plus sidérés que d'autres. Alors, évidemment, les Français, je dirais psychologiquement, politiquement, moins que les autres, depuis le discours de septembre 2017 d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, avec cette notion de développer l'autonomie stratégique européenne. Je ne dis pas que les Français étaient prêts, mais peut-être qu'ils ont été les moins surpris sur la nécessité pour l'Europe de devenir une Europe puissance. Mais quand on parle des PICO, les pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Baltes, quelle sidération, car pour eux, l'adhésion à l'OTAN était certainement encore plus importante que l'adhésion à l'Union européenne. Alors oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce manque de préparation? C'est aussi parce qu'on a beaucoup entendu ce discours que se préparer et montrer qu'on se prépare, ça pousse les Américains en dehors d'Europe. Hein, donc ça peut avoir un effet contre-productif. Maintenant que les choses sont claires, il n'y a plus de frein en fait à la préparation des Européens à se défendre eux-mêmes. Donc, et même dans la logique transactionnelle dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, il reste une logique transactionnelle entre les Européens et les Américains. Même dans cette logique transactionnelle, le fait aujourd'hui de démontrer qu'on se prépare à se défendre soi-même, c'est quelque part même un gage vis-à-vis des Américains en disant mais regardez, on le fait nous-mêmes, vous n'avez plus besoin de le faire pour nous. Donc c'est même pas forcément négatif en fait. Ce bouleversement mondial, je crois qu'on peut parler d'un bouleversement mondial, Laurence Nardon, jusqu'où il peut aller pour les Européens? Alors, évidemment, est-ce que les Américains vont rester dans l'OTAN? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que finalement, les Américains vont traiter les Européens comme ils traitent les Chinois? C'est-à-dire que pour les Américains, les Chinois sont quand même des adversaires importants. Voilà. Est-ce que pour les Américains, les Chinois, les Européens, en gros, tout ça, c'est la même chose? Alors, c'est une question compliquée parce que même si je ne saurais pas vous dire si les Américains vont rester ou non dans l'OTAN et de quelle manière s'ils restent. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Oui, ils n'ont peut-être pas décidé eux-mêmes, mais dans tous les cas, il faut qu'on se prépare au pire, c'est-à-dire il faut qu'on se prépare à être totalement autonome s'il le faut. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, pour l'administration Trump, hein, mais même pour l'administration Trump, l'Europe ne compte plus, elle est ravalée au même rang que tout le reste du monde, si vous voulez, qui constitue un tout. Il faut bien voir que nous pensions que Trump était transactionnel. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un jeu à somme nulle. Si tu perds, je gagne. Si je gagne, tu perds. Et il n'y a pas de win-win, si vous voulez. Eh bien, ça reste vrai, mais ça reste vrai uniquement lorsque Trump est face à des adversaires ou des acteurs vis-à-vis desquels il n'est pas en position de force, s'il est égal ou s'il se sent en position pas de force.
Lorsque Trump est en position de force par rapport à d'autres acteurs, il n'est pas transactionnel, il n'est plus transactionnel, il est coercitif. C'est-à-dire que face à un faible, il va imposer la loi du plus fort. Et c'est pour ça que nous, Européens, et je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut plus faire d'illusions et il faut à tout prix éviter d'apparaître comme faible aux yeux de l'Amérique de Donald Trump. Parce que sinon, il n'aura aucun respect, il sera un négociateur absolument brutal et sans aucune considération. Je reviens vers vous, Philippe Herschog. On a dit que, évidemment, les Européens avaient été surpris, sidérés. Mais pourquoi l'ont-ils été je dirais le lendemain, en gros la semaine dernière? Ils auraient pu être déjà sidérés par l'attitude des Américains dès l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et il y avait déjà pour les Européens la possibilité de réagir, de se rendre compte qu'effectivement la guerre était sur le continent et il fallait que les Européens deviennent une Europe puissance. Pourquoi ce temps de retard selon vous? J'allais dire, ce qui est malheureux, c'est que ce temps de retard n'était pas nouveau. Quand il y a eu la guerre dans les Balkans, ça a été exactement la même chose. Les Européens ont attendu que les Américains viennent organiser. Mais à l'époque, on disait que l'Europe n'était pas prête. Alors, mais l'Europe n'était pas forcément plus prête en 2022. Je pense que l'Europe elle a fait plus de progrès dans matière de défense entre 2022 et 2024 qu'entre l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 et 2022. Donc, il y a eu à la fois, alors bien sûr, c'est jamais satisfaisant de dire on n'est pas là où on devrait être, mais regardez tous les progrès qu'on a faits. C'est extraordinaire les progrès qui ont été faits. On n'est toujours pas là où on devrait être, donc il faut continuer sur la même lancée. Et pour moi, ce qui est extrêmement important et vu de Bruxelles, c'est que le sentiment d'urgence qu'on a aujourd'hui reste durable. Parce que si jamais il y a en Ukraine une trêve, il ne faut pas que pour les Européens, cette trêve, ce soit un soulagement et qu'on se dise « bon, allez, c'est bon, on n'est pas vraiment obligé de le faire ». Parce que d'une certaine façon, cette trêve, vue de Moscou, elle est probablement seulement une pause. Et ça, il faut que les Européens le comprennent. Et la deuxième chose, je dois dire que les Européens fonctionnent bien quand ils sont stressés. Et le Covid, ça les avait beaucoup stressés. Et donc là, en fait, ce qu'il y a de permanent dans l'attitude américaine à partir d'aujourd'hui et pour les 4 prochaines années, c'est l'incapacité de prédire ce qui va se passer. Et ça va créer du stress sur les Européens. Et donc, j'allais dire, au moins pendant les 4 prochaines années, on risque de voir beaucoup de progrès. Alors, on a l'habitude aussi de dire que l'Europe progresse dans la crise. Là, la crise, elle est immense. Est-ce qu'on peut prédire de grands progrès? Alors d'abord, je pense qu'on a totalement sous-estimé ce qu'avait été le Covid. Pendant le Covid, pour la première fois, les Européens ont ensemble, ce que les Britanniques, quand ils étaient là, les Néerlandais et les Allemands refusaient, emprunté 1700 milliards sur les marchés internationaux. Et s'endetter ensemble, c'est quand même l'aveu du fait qu'on est ensemble pour toujours. Hein. Et là, on est en train de voir exactement la même chose se passer dans le domaine de la défense. On annonce 800 milliards. 800 milliards, c'est à la fois beaucoup et rien, puisqu'une énorme partie de ces 800 milliards, c'est des autorisations de dépenses. D'argent frais, il n'y a que 150 milliards. Mais ces 150 milliards, on risque de très vite se rendre compte que ce n'est pas suffisant, qu'en fait il faut 300, il faut 400, il faut 500 milliards. Et toujours pour les Européens, le plus difficile, c'est de se mettre d'accord sur le principe. Et là, le principe, il est là. Est-ce que maintenant, on a un outil industriel qui est capable de suivre cette cadence extraordinaire quand même, parce que c'est une montée en charge qu'on n'a jamais connue. Est-ce que notre outil industriel est capable de suivre? Ça, c'est plus la question, je pense, que la question de se dire est-ce qu'on va trouver l'argent? Parce que l'argent, je pense qu'on va le trouver. Laurence Nardon, il y a eu un petit fait en Europe qui est une petite révolution, me semble-t-il. C'est les propos de Friedrich Merz qui a dit, pour la première fois, enfin le futur chancelier allemand, l'Allemagne, un pays atlantiste s'il en est, pour qui la défense et la sécurité étaient par définition assurées par les Américains. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais le partage du fardeau, il était relativement léger pour les Allemands, selon une expression otanienne. Pour la première fois, le futur chancelier allemand a dit que, eh bien, d'abord, on va se faire abstraction des règles budgétaires qui étaient notre credo favori. Chose importante, on va augmenter nos dépenses militaires. Et pour la première fois, il a évoqué l'idée que la France pourrait peut-être
faut en discuter. C'est vraiment un tout début voilà. Mais peut-être que le parapluie nucléaire français pourrait s'étendre jusqu'à l'Allemagne, voire au-delà. Ça, c'est une grande nouveauté, une révolution. Est-ce qu'à Washington, on a noté cette petite chose, où on est tellement préoccupé par la saturation médiatique de Donald Trump qu'on ne s'en est même pas rendu compte. Ce qui me paraît quand même une petite révolution en Europe, évidemment par rapport aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une révolution. L'attitude allemande, c'est la remise en cause des années Merkel, c'est la remise en cause. D'ailleurs, juste un point là-dessus, il faut bien voir que pour les Allemands, cette rupture stratégique qu'engagent les États-Unis, c'est beaucoup plus existentielle, c'est beaucoup plus important que pour nous. Nous, en tant que Français, on était déjà à ruer dans les brancards assez souvent vis-à-vis des États-Unis, alors que pour l'Allemagne moderne, les États-Unis sont consubstantiels à leur constitution, leur constitution après la guerre, leur reconstruction, etc. Donc pour eux, cette rupture est beaucoup plus grave encore que pour nous. Donc cette révolution engagée par le nouveau chancelier, en effet, est très importante. Cette histoire de nucléaire, eh bien, elle inquiète les diplomates traditionnels à Washington qui se disent que c'est quand même très important le possible démarrage de négociations entre Européens sur l'extension du parapluie nucléaire français est une révolution, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Pour les Trumpistes purs et durs, finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que ça voudra dire, une fois de plus, qu'ils peuvent se dégager de l'Europe, ce qui est leur souhait le plus cher. Alors, l'idée que les Américains se dégagent de l'Europe, on avait l'habitude avant de dire il existe le Sud global, il existe la Chine, puis il existe l'Occident. Et dans l'Occident, il y avait évidemment les États-Unis et globalement les Européens, hein, alors l'Union européenne et les autres pays européens. Est-ce que cette notion d'Occident, elle existe encore, ou est-ce que finalement il existe les États-Unis avec une vision du monde profonde et qui n'a plus grand-chose à voir avec notre vision du monde ici en Europe, et voilà, est-ce qu'on peut encore parler d'un monde occidental, Laurence Tardon? Oui, alors je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il y a non pas un Occident, mais plusieurs. Et il ne faut pas tellement se baser... Bon, imaginons ce groupe que vous décrivez, États-Unis, Europe. En fait, il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, mais ne finassons pas. J'ai voulu simplifier. Oui, on va dire, à mon avis, aujourd'hui, la distinction n'est plus un Occident qui est un ensemble géographique, comme nous venons de le définir, mais des Occidents qui se fondent avant tout sur des ensembles de valeurs. Nous avons un Occident libéral qui est représenté par l'Union européenne, la plupart des gouvernements européens aujourd'hui, et la moitié des électeurs américains qui ont quand même voté démocrate. Tout cela, ça forme un ensemble classique attaché à l'économie de marché, à la démocratie libérale, aux droits de l'homme, etc. Et puis un autre Occident qui est celui que prône Trump, et qui est rejoint en Europe par le gouvernement de la Hongrie, éventuellement l'Italie, un certain nombre de partis d'extrême droite dans tous les pays d'Europe. Et cet Occident-là, il est fondé sur des valeurs réactionnaires, nationalistes, etc. Et il s'aligne sur la Russie de Poutine. Donc je vous propose cette lecture de plusieurs Occidents fondés sur des systèmes de valeurs différents, voire antagonistes. Philippe Pierre, est-ce que l'Europe est-elle définitivement perdue pour les États-Unis? Quand on entend Donald Trump qui dit le Groenland, qui est une souveraineté danoise, tôt ou tard, ça va devenir une province ou en tout cas une dépendance des États-Unis. Évidemment, sachant que les deux pays sont membres, le Danemark et les États-Unis membres de l'Alliance Atlantique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vraiment l'océan Atlantique va définitivement séparer l'Europe des États-Unis? Bon, ça, je pense que vous seriez plus à même que moi de le dire. Je pense qu'il y a d'abord un effet qui est aussi un effet générationnel aux États-Unis. Les Américains qui ont une relation intime et personnelle avec l'Europe, il y en a de moins en moins. Et dans la politique américaine, il y en a aussi de moins en moins. C'est-à-dire des politiciens américains de premier plan qui ont fait leurs études en Europe, qui connaissent l'Europe, qui ont des liens familiaux avec l'Europe. Il y en a de moins en moins. Et donc, sociologiquement, de toute façon,
il y a, j'allais dire, comme vous le disiez, l'océan ne cesse de s'agrandir. Et de toute façon, c'est beaucoup plus difficile de recoller un vase une fois que vous l'avez cassé. Et alors bien, les Japonais font ça très bien et ça donne des résultats très beaux. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas au vase d'origine. Et là, je pense que après le premier mandat de Donald Trump, après une présidence Biden qui a été à la fois près des Européens, mais qui en même temps n'était pas la politique non plus traditionnelle des Américains vis-à-vis de l'Europe et qui a été très marquée par la guerre en Ukraine, un nouveau mandat de Donald Trump ne va faire que d'aggraver cette séparation et montrer aux Européens qu'ils doivent prendre leur destin en main. Laurence Nardon, je vous pose la même question que j'ai posée à Philippe Perchoc. Effectivement, est-ce que l'océan s'élargit entre l'Europe et les États-Unis avec cette histoire quand même phénoménale du Groenland quand même Oui, oui, sous Trump, c'est évident qu'il y a un abîme qui s'ouvre entre l'Europe libérale et puis l'Amérique trumpiste. Il y a deux choses. En fait, il y a deux questions. Il y a celle du Groenland. En effet, Trump se montre impérialiste au sens du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il veut agrandir le territoire de son pays, Groenland, Canada, Panama, etc. Donc c'est vraiment un retour à la politique du président McKinley, qui était un président qui a agrandi le territoire des États-Unis C'était il y a longtemps. à la fin du 19e. Donc oui, donc ça c'est sûr. Et puis l'autre question, c'est en effet de savoir si la proximité transatlantique est liée avant tout à l'histoire et au cousinage démographique historique qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est vrai que le lien s'amoindrit. Vous avez tout à fait raison. Mais je continue à penser que le lien, il est avant tout un lien intellectuel de valeurs. Et alors certes, les valeurs libérales nous séparent aujourd'hui, puisque Trump les rejette, mais est-ce que ce socle de valeurs qui est quand même présent pour la moitié des Américains aujourd'hui, au moins, ne reste pas puissant? C'est ce que j'espère, mais je suis toujours très optimiste. Alors, évidemment, il faudra un peu attendre. On en parlera peut-être pour la 3e ou la 4e édition du PDSF, Paris Défense Stratégie Forum. Je vous posais tous les deux la même question. Je commence par vous, Laurence Nardon, parce que c'est une question sur l'Europe et donc c'est Philippe Perchotte qui répondra. Est-ce que Trump, finalement, pour vous, Laurence Nardon, c'est une chance pour l'Europe ? Bon, alors je vais reparler avec optimisme. C'est une chance, on va dire ça comme ça. C'est une chance pour l'Europe parce que, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, l'Europe réagit dans les crises et donc face à cette crise existentielle, peut-être qu'elle va se prendre en main. On l'a déjà vu avec l'Allemagne, on l'a déjà vu avec tous les sommets qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc ça, croisons les doigts. Et puis, deuxième chance pour l'Europe, en fait, cette rupture avec les États-Unis va aussi nous pousser à devrait aussi nous pousser à renforcer nos liens avec le reste du monde. Alors on pense au Mercosur, on pense à l'Afrique, on pense aux pays d'Asie. Peut-être que là, il y a aussi une chance à saisir pour nous d'exister comme une puissance importante en tant qu'Européens dans le monde. Philippe Perchotte, même question. Donald Trump, une chance pour l'Europe ? Alors, je vais répondre par un proverbe chinois. Quand il y a une tempête, il y a ceux qui construisent des abris et ceux qui construisent des moulins. Donc en fait, il y a quand même dans cette crise une excellente opportunité à saisir pour les Européens. Parce que bien qu'on ait tous des visions parfois un peu différentes de ce que devrait être l'Europe, on est tous d'accord qu'il faut aujourd'hui défendre le continent européen. Donc pas seulement l'UE, mais tous les pays d'Europe partagent à la fois une menace symétrique qui vient de Moscou et un désintérêt qui devient une menace de la part des États-Unis. Donc face à cette menace symétrique qui est double, probablement qu'il y a une opportunité pour ceux qui ont d'excellentes idées de les mettre en œuvre parce qu'il y a un moment où les choses peuvent changer. Je vous remercie l'un et l'autre d'avoir terminé cette séquence par un petit peu d'optimisme. Ça fait plaisir à entendre sur les plateaux des cafés stratégiques. Merci à tous les deux, Laurence Nardon, Philippe Perchotte. Merci. Merci.